Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Le débat porte aujourd'hui sur la montée des eaux du lac Tanganyika, ses conséquences sur le plan économique au niveau régional. Le niveau de l'eau du lac Tanganyika augmente spectaculairement depuis quelques années et les faits sont aggravés au début de cette année 2024. Nos sources précisent qu'en l'espace du mois de janvier à avril, la montée de l'eau est passée de 776,26 cm à 776,98 cm. Un phénomène naturel qui ne passe pas inaperçu et présente des conséquences tant du côté Burundi que de la RDC. En effet, toutes les plages et les maisons d'habitation et hôtels construits sur le littoral du lac Tanganyika sont déjà inondés. Le port de Bujumbura n'est pas épargné. Certains de ces services ont été déjà délocalisés vers d'autres endroits. Et pourtant, du côté de la RDC, les services portuaires continuent dans des conditions inhumaines. À cela s'ajoute un grand nombre de personnes qui vivent dans des conditions inhumaines également sur ce littoral et surtout du côté congolais où certains habitants continuent d'habiter sur ce site. Quelles sont les raisons qui expliquent cette montée spectaculaire de l'eau du lac Tanganyika? Quelles sont les conséquences sur l'économie régionale et transfrontalière? Et quelles sont les stratégies pour faire face à ce phénomène naturel? Voici les questions essentielles autour desquelles tourne le débat Mosaïque, le compte de la radio-télévision Isanganiro, en partenariat avec la Bénévolencia. Sur le plateau, nous sommes avec 4 invités. Il y a Aloïs Batongwanayo qui est parmi les victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Monsieur Aloïs, bonjour. Bonjour et merci pour m'avoir invité. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Il y a également ambassadeur Albert Mbonerane qui est l'ami de l'environnement et également ancien ministre de l'Environnement. Monsieur Albert, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Encore une fois, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a professeur Bernard Sindaïheboura, il est enseignant-chercheur à l'Université du Burundi et expert en environnement. Monsieur Bernard, bonjour. Merci de m'avoir invité. Et encore une fois, soyez le bienvenu. Merci bien. Enfin, il y a Élu Ronald de Boniza qui est l'expert en commerce international. Élu Ronald, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, je vous remercie de votre invitation. Pour entrer dans le vif du débat, la première question s'adresse à M. Aloïs Batongwanayo qui est actuellement victime des inondations suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Monsieur Aloïs, et actuellement, comment vous vivez après cet incident de la montée des eaux du lac Tanganyika? Vous habitez le quartier Kibenga rural qui est déjà inondé. Merci beaucoup. Je suis plutôt l'une des victimes, sinon les victimes se comptent par milliers. Et il n'y a pas que les habitants de ce littoral du lac Tanganyika seulement qui sont victimes, mais il y a d'autres qui bénéficiaient justement des infrastructures qui sont tout près du lac Tanganyika. Et donc, je suis l'une de toutes ces victimes. Et sinon, la situation est dramatique parce que... Vous menez quelle vie actuellement? On est obligé justement de se déplacer après une quinzaine d'années. Et voilà, lorsque quelqu'un habite quelque part pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, être obligé de se déplacer par force, ce n'est pas chose facile. D'abord, trouver une autre maison lorsqu'on n'a pas une seconde habitation, comme la plupart de certains qui ont eu les moyens de le faire. Ça devient problématique, difficile même, insoutenable. Et donc, la situation, je dirais, est indescriptible pour la plupart, parce que certains ont été obligés d'être logés dans des chantiers. D'autres, bien entendu. Ceux qui en ont. Non, des chantiers qui sont là, qui attendent d'être finis et qui sont obligés d'être là dans des chantiers qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas finis. Et puis, d'autres sont obligés
de contracter des crédits pour avoir des locations. Donc, c'est une situation dramatique pour les victimes directes, je dirais, mais également dramatique pour les victimes indirectes, parce qu'il y en aura également, il y en a toujours. On revient vers vous, monsieur le professeur et expert en environnement Bernard Sindaye-Boura. À l'heure où nous sommes, le niveau de l'eau du lac Tanganyika atteint quel niveau? A monté jusqu'à quel niveau? Ce matin, le niveau du lac se trouvait à une altitude égale à 777,04 cm, ce qui signifie 4 cm de moins par rapport au niveau de 1964. Ouais. Auparavant... Et puis donc ça signifie en fait que c'est des mètres, 0,04 plus haut par rapport à la situation qui est normale. Est-ce que c'est qui est de 775 mètres. Ouais. Cette montée de l'eau qu'on observe actuellement était au même allure qu'avant? Non, c'est pas au même niveau parce que depuis 2021, donc on a connu vraiment une montée très spectaculaire, d'ailleurs très rapide aussi également, parce que entre le 5 et le 8 avril, c'est-à-dire en 3 jours, on a connu une montée de 8 cm, ce qui est énorme au mois d'avril. Et donc depuis 2021, le lac a continué à monter, mais c'est vrai que le lac a diminué un peu en 2022 parce qu'on avait enregistré une faible précipitation. Ouais. À vous, M. Aloïs, en tant que l'une des victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika, à votre avis, quelles sont les causes de cette montée des eaux du lac Tanganyika de façon spectaculaire? Moi, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas spécialiste seulement. Je dois dire que la montée des eaux du lac Tanganyika a commencé en 2014. Non, 2018. 2018. Je dis 2014. Je dis 2014. Moi, j'habite Kibenga depuis 2010. Ouais. Et là, il y avait une petite plage qui s'appelait Sagavodo. Oui, c'est ça. Sagavodo, c'est là où on a commencé à voir que l'eau commençait très petit à petit à monter. C'est fin 2014. Et on pensait que ça allait parce que... pendant la saison sèche, l'eau retournait à la place. Oui, donc je le dis parce que j'ai observé cette situation. Je vis là-bas depuis 14 ans. Et donc, à partir de 2014, ça montait. Mais pendant la saison sèche, le lac Tanganyika revenait dans sa place. Mais 2018, quand même, il y a eu une forte pluviométrie et puis l'eau est montée. Jusqu'à aujourd'hui, là où elle était. Bon, je dois dire que lorsque moi j'ai commencé à habiter là-bas, le lac Tanganyika était à 210 mètres du niveau où se trouve ma maison. Aujourd'hui, il se trouve plus de 20 mètres du niveau de ma maison, c'est-à-dire autour de 250 mètres de surface. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je ne pense pas que la cause est les fortes précipitations, peut-être ailleurs, pas à Bujumbura. Pourquoi je dis ça? 2021, l'eau montait parce qu'il y avait du vent, sans aucune goutte d'eau, et on voyait l'eau monter. Et maintenant, à partir de décembre 2023, sans aucun vent, sans le vent, ni de pluie, on voyait l'eau commencer à monter très doucement. À un certain moment, à partir de midi, et puis la nuit, l'eau rentrait, comme si c'était du bétail. Et puis, c'était ce mouvement. Ce qui est, ça c'est une description, ce qui est étonnant, parce que je vis là depuis longtemps, c'est que cette année, il y a eu un phénomène nouveau où l'eau venait du sol, mais pas du lac. Contrairement à d'autres années, on voyait l'eau quitter les rives du lac et venir vers le sol. Mais cette année-ci, l'eau venait du sol et ça montait. Donc voilà, je ne saurais pas dire pourquoi.
Mais je ne suis pas spécialiste et je ne le serai peut-être jamais. Permettez peut-être donc pour partager en fait, parce que d'ailleurs j'aurais dit dans ma thèse que j'ai pu écrire et soutenir en 2005. Oui, en effet, monsieur le professeur, Oui. et en tant qu'expert en environnement, ça. quelles sont les raisons qui justifient ce phénomène? Oui, dans mes conclusions, j'ai dit que si à Bujumbura, on enregistre ces 3 années consécutives et des précipitations supérieures par rapport à la normale. C'est-à-dire, si vous faites une moyenne, donc sur une période de 30 ans, ce qui est supérieur par rapport à la normale devient donc les pluies excédentaires. Et ceux qui sont en bas, ça devient donc les précipitations déficitaires. Donc, d'ailleurs, ce phénomène, on l'avait observé de 1961 à 1964, c'était ce même phénomène. Et ici à Bujumbura, ça a commencé alors en 2018 pour atteindre son pic en 2021. Bon, ça a acheté en 2022 pour reprendre donc en 2024. Et d'ailleurs, les spécialistes disent que cela a été aggravé par ce qu'on appelle le phénomène El Niño qui touche donc le monde entier. Ce sont des masses d'air en provenance des océans qui viennent donc donner de fortes précipitations. Et d'ailleurs, vous aurez déjà entendu qu'ici, le fleuve Congo aussi a monté. Et dernièrement, dans une communication que j'ai dû faire, j'ai échangé avec celui qui se trouve à côté d'Irak Tilkana, c'est le même principe. Donc, c'est un phénomène purement, vraiment presque mondial. Oui. Monsieur ambassadeur Albert Mbonéani, en tant qu'ami de la nature, quelle observation pourriez-vous faire par rapport à cette situation actuelle de la montée des eaux du lac Tanganyika? Bon, je dirais que c'est un phénomène, je dirais, naturel. Exactement. Mais comme je dirais que c'est plus ou moins cyclique, ce que nous venons de voir aujourd'hui, comme le professeur Benal l'a dit, en 1963-64, imaginez-vous que nous sommes en train de tendre vers cette situation. Et il vient de souligner un phénomène assez bizarre. En 1961, quand j'écoutais les cadres de l'IGEBU qui font, etc., les données comme ça, il disait que le niveau que le lac Tanganyika avait atteint en 1961 égalait presque au niveau que le lac a atteint en 2018, imaginez-vous. Et puis nous avançons vers 2021, et puis de 61 à 63-64, vous allez comprendre que c'est cette similarité, comment est-ce qu'on peut la justifier? Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, peut-être beaucoup de gens disent non, le lac Tanganyika, etc. C'est pas vraiment sous le contrôle de la personne humaine. Ce sont des phénomènes qui arrivent comme ça. Et là, aujourd'hui, nous ne sommes que des victimes. Mais, excusez, il faudrait revenir sur le rôle de la personne humaine, sur la protection de l'environnement, et puis aussi du lac Tanganyika. Mais la personne humaine a quel rôle? Si vous allez dans le livre de la Bible qu'on appelle Genèse, chapitre 2, verset 15, Dieu avait fini de créer, c'était pendant 6 jours. Il y a une question qu'on se pose. On dit que la personne humaine, Adam et Ève, ont été créés le 6e jour. Si la personne humaine avait été créée le 1er jour, comment est-ce qu'il aurait pu vivre? Mais Dieu a préparé tout ce qu'il fallait pour que la personne humaine puisse avoir une bonne vie dans le jardin qui s'appelle Éden. Mais alors, le Créateur, il a dit à Adam et Ève, qui devenaient comme des intendants de la création, il a dit, voilà votre jardin, vous allez le cultiver et le garder. Alors aujourd'hui, le constat, c'est que le monde entier, ce n'est pas seulement au Burundi, nous ne faisons que cultiver. Le verbe garder, on l'a oublié. Donc c'est la sauvegarde, la protection, etc. Tout ça. Donc il y a beaucoup de phénomènes. C'est ça que j'appelle donc l'action de la personne humaine. Voilà. Et puis les dégâts, Aloïse l'a déjà souligné, les dégâts sont là, c'est visible. Pour que les gens comprennent, peut-être il faudrait prendre un peu de temps. Vous allez me dire qui? Je dirais nos décideurs, les députés, les sénateurs, les ministres. On tient toujours un conseil des ministres.
Si je disais, il faudrait que, pour comprendre cette situation du moment, il faudrait que les ministres, le gouvernement aille tenir un conseil des ministres à Gatumba ou bien à Kibenga. Et là, ils vont constater ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et puis dire, face à cette situation, que faut-il faire? Maintenant, j'écoute des fois la radio, mais on dit, OK, il y a des inondations, mais je souhaiterais qu'un jour on dise que, voilà, quand on disait l'épidémie, on peut dire qu'il y a des tendances, etc. Mais aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement, nos dirigeants disent, face à cette situation, il faut faire une alerte, un appel au secours. Et là, j'étais à Gatumba, je vais vous dire une chose qui m'a touché. C'était il y a 4 jours. J'ai trouvé une chèvre qui était couchée sur la route avec 2 petits enfants. Alors, je ne comprenais pas. Généralement, quand vous approchez une chèvre comme ça, il doit bouger parce qu'il se sent comme dans une insécurité. Mais l'autre, il est resté complètement couché. J'ai touché sur les 2 enfants. Je voulais qu'ils se lèvent comme ça, mais il m'a regardé, puis il ne retournait pas. Alors, pourquoi? Parce que j'ai regardé juste dans les environs. Il n'y avait aucune herbe, il n'y avait que de l'eau. Alors, si la chèvre ne broute pas, ne trouve pas de quoi manger, comment est-ce qu'elle va survivre? Alors, voyant ce que la chèvre vivait avec ses 2 enfants et les personnes humaines, je voyais des enfants. Un enfant peut courir comme ça sans savoir les choses, hein. Mais je voyais des parents qui étaient vraiment assises là-bas, des femmes qui étaient assises là-bas, n'avaient rien à dire aux enfants parce que, OK, voilà donc la situation que nous vivons aujourd'hui. La situation que nous avons vécue, les gens qui vivaient à Gatumba en 63-64, qui sont en train de voir ce qui s'est passé à l'époque. Imaginez-vous. Je dis, la personne peut-être en 64 n'était pas là, mais il y a au moins un enfant qui était né en 60, aujourd'hui qui est retourné à Gatumba parce que c'était la parcelle de ses parents, maintenant qui vient de voir ce qu'il avait vu en tant qu'enfant en 63-64. Imaginez-vous, que faut-il faire? On va y revenir. Quelque chose à ajouter, monsieur le Oui, professeur? c'est vrai. Donc, je pense aussi également parce qu'on arrive maintenant à un niveau exceptionnel actuellement. Et ailleurs, d'ailleurs, on mesure ce qu'on appelle au niveau de gravité en tenant compte des dommages économiques et même les dommages aussi également humains. Donc, en général, on arrive à l'échelle 6. Actuellement... l'échelle 6 signifie quoi? L'échelle 6, c'est-à-dire ce sont donc, c'est l'échelle qui mesure au niveau de gravité. Donc, ça signifie que nous sommes déjà au rouge actuellement parce que il faut se l'appeler comme l'ambassadeur vient de le dire. Moi, j'ai été aussi également hier à Gatumba. Donc, la route d'Uvira, donc à gauche, est inondée. La partie à gauche est inondée par les eaux en provenance de la Rusizi et la partie, à droite par les eaux de la Rusizi et à gauche par la montée de la Tanganyika. Et je pense que dans des semaines, donc ça sera déjà un lac. Imagine tous ces millions de personnes qui vivent là-bas avec les biens économiques qui sont là. En général, je ne dis pas que c'est trop tard. On devrait déclarer ce qu'on appelle une situation de catastrophe. L'État devrait le déclarer pour que les bailleurs de fonds puissent essayer de venir et de secourir les gens qui sont vraiment en détresse. Donc ça, je pense qu'on est déjà en retard. Donc c'est important. Un autre élément que je pourrais aussi également ajouter en rapport avec cette montée des causes. Moi, j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'on en arrive, je vous ai dit que nous sommes à 4 cm de moins par rapport à la situation de 1964. Après avoir observé dans mes recherches sur les images Google, j'ai trouvé qu'entre 2016 et 2018, donc le lit minier et majeur de la rivière Rukuga, qui se trouve à Kalemi, et donc était très, très petite. Actuellement, depuis 2018, on voit vraiment qu'il y a eu un grand changement. Et d'ailleurs, lorsque vous irez voir aussi également, parce que c'est gratuit, ces images-là... La rivière Rukuga... Ça passe à Kalemi, c'est l'exitoire.
elle a quel lien avec le lac Tanganyika et cette montée? C'est un exitoire, donc ça évacue, c'est la sortie. D'ailleurs, la Rukuga est née en 1897, à l'époque de Stanley. Donc c'est à l'époque, le lac Tanganyika c'était fermé donc, à l'époque. Et je pense parce que les scientifiques disent qu'il y aurait un barrage qui régulait l'eau. Et actuellement, ce n'est plus fonctionné. Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, en 2021, le gouvernement du Burundi avait envoyé des experts. Et après, de retour, ils ont rapporté, ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Mais j'espère franchement qu'il est vraiment aussi également important. Parce que quand on est un scientifique, il faut chercher partout. Donc, les 4 pays riverains, notamment la Zambie, la RDC, et la Tanzanie et le Burundi, devaient se réunir très rapidement pour voir effectivement ces causes aussi. On va revenir sur la proposition des solutions. Mais avant d'y arriver, j'aimerais revenir à M. Aloïse, qui est l'une des victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Et après avoir dit que actuellement vous vivez une vie qui est un peu compliquée, à part ça, quelles sont les autres conséquences de cette montée des eaux du lac Tanganyika? La première conséquence, c'est que la montée des eaux du lac Tanganyika crée des sans-abri. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que il y a une situation de maladie qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours là parce qu'ils n'ont pas eu où aller, qui dorment juste dans des lits en étage, alors qu'en dessous, dans la maison, il y a de l'eau. Il y a des êtres humains avec les grenouilles et d'autres, les êtres aquatiques. Ça, c'est la deuxième conséquence, donc c'est-à-dire la situation sanitaire. La troisième conséquence, c'est la conséquence, je dirais, économique, et cette fois-ci, la conséquence économique qui frappe non seulement les familles directement victimes, mais également, je dirais, tout le Burundi. Tout le Burundi, pourquoi? Parce que les impôts que certaines infrastructures payaient, ou même des habitations, impôts locatifs, impôts fonciers et autres choses, ils ne vont plus payer ces impôts et le BE ne va plus avoir cette cagnotte d'argent. La quatrième conséquence, et cette fois-ci, c'est au niveau social. Beaucoup d'infrastructures sociales ont été atteintes, je dirais, les écoles, je dirais, les infrastructures sanitaires. Donc, c'est-à-dire que les églises aussi, oui, également, parce que ça fait partie des infrastructures sociales. Et donc, les marchés. Et donc, les conséquences sont nombreuses, et j'ai énuméré seulement les 4. Mais pour moi, je pense que, comme je le vois ailleurs, c'est une situation d'urgence. Le professeur vient de parler de catastrophe. Moi, je dirais d'urgence. Et d'ailleurs, je dirais, lorsqu'on regarde la télé aujourd'hui, il y a le Malawi, le Zimbabwe et la Zambie, frappés par la sécheresse, qui ont déjà déclaré la situation d'urgence, la situation d'exception, de catastrophe. Et les Nations Unies commencent à prendre la chose en main. Donc, les conséquences sont vraiment énormes et de tous ordres. Monsieur ambassadeur Albert Mbonelani, en tant qu'ami de la nature, est-ce que les mêmes conséquences qui se présentent ici au Burundi se ressentent au-delà de la frontière, par exemple en RDC, côté Uvira? Bien sûr, parce que nous partageons le lac. Quand, disons, professeur Bernard pourra me compléter, quand on dit qu'il y a plus de 100 rivières affluentes du lac Tanganyika, la majorité de ces rivières viennent du Congo. Alors aujourd'hui, il y a un autre facteur que nous avons oublié, c'est la sédimentation. Il faudra un jour vous arrêter au bord de Ntahangwa ou bien Moha, etc. Vous allez voir la turbidité, même quand il ne pleut pas ici à Bujumbura, vous allez voir la turbidité, disons, ce que ces rivières amènent. Et la destination finale, c'est où? C'est le lac Tanganyika. Alors si vous allez à Uvira, ils connaissent la même situation. Si nous allons à Kalemi, même situation.
En Pulongo, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu des informations là-dessus, mais comme le Congo, la RDC, a une grande superficie sur le lac Tanganyika, là aussi les dégâts sont énormes, 47%, alors que chez nous ça fait 7%, donc vous comprenez que c'est OK. Mais ce qui se passe au Congo, disons sur la partie Congo du lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, c'est un écosystème que nous partageons, donc on ne pourra pas dire ça concerne les autres, etc. C'est pourquoi, comme il le disait, les causes sont multiples, avec les changements climatiques et tout ça, etc., mais aussi la personne humaine. Et puis, quand vous voyez, aujourd'hui nous avons, comment dirais-je, l'autorité du lac Tanganyika. C'est une structure, je dirais, régionale, étatique, qui devrait veiller à ce que toutes les conditions de bonne survie du lac Tanganyika soient rassemblées. Nous avons parlé de la montée des eaux en 63-64. Pourquoi est-ce qu'il y a une conférence régionale qui s'est tenue à Bujumbura le 20, le 21, le 22 avril 1964 pour justement voir, face à cette situation, qu'est-ce que nous pouvons faire. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi est-ce que le Burundi, la RDC, la Zambie, la Tanzanie ne pourraient pas imiter ce qui s'est passé à l'époque pour dire, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le spécialiste Albert Einstein, celui qui dit qu'un problème sans solution est un problème qui est mal posé. Maintenant, imaginez-vous, depuis 2018, il y a la montée qui vient. 2020, 2021, ça recule un peu. Et puis, depuis 2022, il n'y a pas eu de recul. Ça fait seulement des eaux stagnantes, etc. Donc maintenant, il faudrait que... Moi, je serais content de voir un jour nos présidents, le président de la République du Burundi, la RDC, la Zambie, la Tanzanie, se rencontrer soit en Zambie, soit en Pulongo, etc., ou à Bujumbura, ou bien à Kigoma, tout près du lac, pour comprendre la situation et puis dire, parce que, imaginez-vous, je m'excuse, il est ici à Loïse, mais quand je vois les gens de Katumba, face à cette situation, à cette crise, je dirais, catastrophe naturelle, les gens disent... Il faut que le gouvernement nous vienne au secours. Maintenant, il est grand temps que le gouvernement, on ne disait pas qu'il faut que le gouvernement nous vienne au secours. Il faut que le gouvernement maintenant avance pour dire, face à cette situation, que faut-il faire? Mais si le gouvernement du Burundi agit seul, sans s'associer au Congo, à la Zambie, à la Tanzanie, même au Rwanda, parce que maintenant, quand vous voyez les eaux qui viennent du lac Kivu avec la rivière de la Rusizi, c'est énorme. Professeur, en tant qu'expert en environnement, est-ce que les dégâts qui sont causés par la montée des eaux du lac Tanganyika sont-ils les mêmes du côté de la RDC? Oui, bien sûr. Donc, l'ambassadeur vient de le dire. Oui, moi, le 12 mars, j'ai été à RDC. Donc, j'ai vu franchement, d'ailleurs, c'est que le monsieur venait de rapporter. La route Ria, Kavimvira et Ouvira est coupée sur plusieurs endroits. Mais heureusement, donc, hier, je suis allé là-bas aussi également. La RDC a déjà pris une décision. Ils sont en train maintenant de réhabiliter, de remettre en état. Je l'ai vu ça hier. Donc, ils ont commencé à refaire. Et dernièrement, on m'a dit aussi également qu'en 2024, à Karimi, il y a 800 ménages qui ont déjà quitté. 800 ménages, donc c'est vraiment énorme. D'après les informations, effectivement, que je connais. Ce qui est au Burundi, en 2021, c'était environ 52 000 ménages qui avaient été affectés. Actuellement, c'est nombreux, vous connaissez le chiffre exact? Non, c'est environ 50, c'est plus de 52 000 en tout cas. Ça c'est sûr, d'après les informations que j'avais. Monsieur Élu Ronald de Boniza, je reviens vers vous en tant qu'expert en commerce international. Quelles sont les conséquences sur le commerce transfrontalier? Oui, merci de votre bonne question. En fait, le phénomène en soi, c'est une situation qui s'affiche. C'est constatable, on le constate, on le voit. Mais il y a des causes, il y a aussi des conséquences. Peut-être je ne vais pas insister sur les causes, mais mes chers collègues, les professeurs, les experts l'ont déjà souligné. Mais les conséquences, il y a des conséquences directes et indirectes. Vous le voyez toujours, il y a des activités entrepreneuriales qui sont aujourd'hui presque étoffées. Il y a des... Par exemple
Si aujourd'hui vous avez des infrastructures de travail, de commerce qui sont presque impraticables, vous comprenez exactement qu'il n'y a pas une confrontation entre l'offre et la demande. Le fournisseur et le client ne peuvent se rencontrer sur le marché parce qu'il n'y a pas un espace visible et réel d'où on peut faire cette activité. Mais en dehors de ça, il y a aussi une détérioration des conditions de vie. Si on dit comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effort d'investissement dans le domaine, dans l'activité commerciale, parce qu'on épargne pour devenir fournisseur de ceci ou pour devenir client de cela. Mais aujourd'hui, les efforts qui peut-être qui sont conjugués par les familles sont du côté de survie. C'est orienté dans la survie. On cherche là où on peut se loger, comment on peut se nourrir, comment on peut faire face à cette situation problématique. Vous comprenez que vraiment, il n'y a pas un effort de développement, de coopération même régionale, parce que les routes sont bloquées, les marchés sont impraticables, les écoles, autre chose. En tout cas, vraiment, c'est une situation qui doit être prise en considération à la fois par nos dirigeants, mais aussi avec un accent régional. C'est vraiment quelque chose qui s'affiche avec une grande force. C'est-à-dire on doit insister, on doit voir ce qu'on peut faire ensemble. Peut-être que demain ou après-demain, il y aura une certaine solution d'ensemble. Est-ce que si vous estimez actuellement le commerce transfrontalier se fait comment actuellement entre le Burundi et la RDC? Avant de dire cela un peu de mots, vous devez savoir que le commerce, c'est une activité qui lie des parties. Il y a le fournisseur, il y a le client. Le fournisseur peut être un pays, le client peut être un autre pays. C'est-à-dire il doit y avoir une cohésion d'affaires. C'est-à-dire le fournisseur doit avoir un lieu de rencontre avec son client. Comment? Il doit y avoir des routes, il doit y avoir des ports d'embarquement et de débarquement. Peut-être ça peut se faire, on peut effectuer la même activité, mais vous comprendrez qu'il y aura un circuit rond de distribution. Si on pouvait utiliser la route Katumba, la route nationale 73, on sera obligé de trouver une autre solution qui n'était pas la même. Vous voyez, c'est un effort. On doit investir beaucoup dans la distribution, dans le cheminement, dans l'embarquement des produits. Vraiment quelque chose qui a bougé beaucoup de choses à la fois. Que les relations commerciales peuvent continuer dans cette situation? Oui, les relations commerciales doivent continuer parce que ce sont des relations de vie. Ce sont des relations qui visent à la satisfaction des besoins physiologiques ou fondamentaux des gens. Peut-être il y aura aussi un effort dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'engager 5 millions ou 10 millions qu'avant. C'est-à-dire vous devez faire cela, mais on doit aussi avoir quelque chose dans les études aussi pour voir si votre cadre de travail doit être amélioré ou vous devez trouver d'autres solutions d'affaires, si je peux dire ainsi. Les relations burundo-congolaises peuvent-ils continuer? Absolument, oui. J'ai insisté sur ça, mais moyennant un autre effort de concentration sur cette activité où on doit trouver d'autres solutions supplémentaires. Et sur le marché, le produit va garder le même prix? Non. Parce que vous voyez que les coûts de production ne sont pas les mêmes. Les coûts de distribution aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de moyens supplémentaires. C'est-à-dire aussi les prix vont changer. Rappelons que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur la montée des eaux du lac Tanganyika et ses conséquences. Et nous sommes encore avec les 4 invités. Il y a Aloïse Batungwanayo, une des victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika, ambassadeur Albert Mbonerane, ami de la nature et ancien ministre de l'Environnement, et professeur Bernard Sindayi-Hebura, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi et expert en environnement, ainsi que Eli Ronald Boniza, expert en commerce international. On revient vers vous, monsieur Aloïse Batungwanayo, et comment est-ce que les autorités burundaises ont déjà réagi face à cette situation? Une question vraiment difficile à donner une réponse. Lorsqu'on parle des autorités burundaises, finalement, c'est qui est en charge finalement de la question. J'aurais aimé voir l'autorité du lac Tanganyika dans un premier temps. À mon avis, ou à ma connaissance, ou selon mes informations, je ne l'ai jamais entendu.
Donc, lorsque vous parlez des autorités, je me pose la question d'abord, qui, lorsqu'on parle d'autorité? Il y a la plateforme qui est chargée de la gestion des catastrophes. La plateforme, je ne l'ai pas encore vue. J'ai vu hier l'IGEBU qui, juste pour mesurer, pour prendre les données. Le ministre de l'Environnement, je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu le ministre de l'Infrastructure sur juste le côté, là où se trouvent les infrastructures de la Régie des eaux. C'est une bonne chose. Mais je pense que la montée des eaux du lac Tanganyika concerne tout le littoral, c'est-à-dire de Gatumba jusqu'à Kabonga. Je n'ai pas encore vu les autorités burundaises au niveau de l'administration territoriale, au niveau de l'infrastructure, au niveau, je ne sais pas, au niveau de la primature. Parce que normalement, c'est au niveau de la primature où on regarde la coordination des activités du gouvernement. Et donc là, pour moi, ce n'est plus une question sectorielle, c'est plutôt une question nationale. Et donc, lorsqu'on parle d'autorité, je pense que c'est le Premier ministre qui est concerné. Et puis, c'est l'autorité du lac en tant que structure qui met ensemble les efforts des 4 pays, et voire même 5 pays dernièrement. Lorsqu'il est question d'une aide, on inclut le Rwanda. Mais lorsqu'il est question de catastrophe, on a tendance à exclure le Rwanda. Alors qu'il y aura également, il a placé à un mot, il y aura également des conséquences. Pourquoi? Les eaux de la rivière Rusizi qui sont jetées dans le lac Tanganyika ne vont plus être jetées là-bas, mais vont faire le retour. Et lorsqu'il y aura un retour, avec ce retour, c'est l'inondation des cultures, des marais de cette plaine. Et donc, les conséquences concernent les 5 pays. Et donc, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais je n'ai pas encore vu les autorités, que ce soit burundaises, que ce soit régionales. Donc, pas un geste d'assistance depuis la manifestation de ce phénomène. Mais écoutez, assistance, on assiste quelqu'un qu'on connaît. Tout à l'heure, vous posiez la question, combien de ménages? On ne sait pas combien. D'Ogatumba jusqu'à Kabonga. Également, Rusizi, ça peut arriver jusqu'à Chibitoki. On ne connaît pas combien sont frappés et à quel niveau. Et donc, on ne peut pas amener une assistance à qui? Donc là, ce n'est même pas une question aujourd'hui à l'agenda. Non. Mais quand même, donc, après, moi j'ai lancé l'alerte, c'était le 12 janvier 2024. Donc après, quand même, au mois de mars, ils ont commencé à réagir et ils ont commencé à protéger la station de pompage. Ça, quand même, ça a été une activité qui a été entreprise par le gouvernement. Quand même, ça, on peut les féliciter. Mais donc, le lait, c'est franchement... Est-ce qu'il ne sera pas atteint? Non, ça ne pourra pas être atteint, mais quand même, je demanderai aussi également qu'ils puissent, d'ailleurs, je l'ai demandé aussi parce que je n'ai pas, même je suis professeur, mais je ne maîtrise pas tout, donc ce n'est pas mon domaine. En général, ils devaient voir que les pompes ne puissent pas être affectées. Donc ça, il faut aussi, celui qui est intelligent, celui qui cherche donc les spécialistes là où ils se trouvent pour venir essayer. Donc, parce que, rappelez-vous que cette station de pompage alimente la ville de Bujumbura en eau à une hauteur de 82%. C'est vraiment énorme, imaginez. Mais quand même, donc la digue qu'on a pu construire, donc je ne suis pas sûr si ça là. Donc il faut amener les spécialistes. Il faut commencer à agir comme l'ambassadeur l'a déjà dit. Un autre élément effectivement qui nous manque, donc c'est l'inaction. L'inaction parce que... l'inaction de qui? L'inaction du gouvernement. L'inaction du gouvernement parce que actuellement, il devrait réunir tous les ministères sectoriels et identifier les biens, comme M. Aroïs vient de le dire, quels sont les biens qui peuvent être impactés maintenant suite à la montée des eaux. Ailleurs, donc avec ces chiffres que je vous ai donnés, on se sert de ces données-là pour essayer maintenant d'anticiper à l'événement et puis aussi enseigner à la communauté comment se comporter pendant l'inondation aussi également. Alors comment s'évacuer aussi. En général, c'est lui qui devrait lancer l'alerte, c'est le gouvernement, d'ailleurs le maire de la ville. Donc, mais rien n'a été fait. Je pense c'est vrai que c'est nouveau pour chez nous peut-être, mais ailleurs, il y a une synergie entre les scientifiques,
les journalistes, la plateforme pour la prévention des risques et catastrophes et la Croix-Rouge. Donc, tout ce groupe, et le gouvernement bien sûr, tout ce groupe-là devait travailler en synergie et voilà, pour informer donc, la population. En général, actuellement, là où nous sommes, les radios communautaires devraient en temps et hier expliquer chaque jour qu'est-ce qui se passe et comment donc, les gens devaient se comporter. Donc, personne n'aura déjà fait. Et je dois ajouter quelque chose. Hier, avant-hier, il faut dire quand même que la police a fait quelque chose d'appréciable au niveau Kibenga et Kinindo. La police a dit tirer beaucoup de balles pour réveiller la population, en fait que la population commence à fuir. Parce que la pluie est tombée durant la nuit et les gens étaient dans leur maison sans se soucier de rien. Mais lorsqu'ils ont entendu des détonements d'armes, ils ont dû être alertés. Donc, des choses qui étaient... Mais ce système d'alerte n'est pas du tout... Mais comment est-ce qu'on pouvait... Non, en général, je ne sais même pas si je suis professeur, comment on dit. Il y a Inzamba, comment est-ce qu'on dit en français? Oui, c'est ça en fait. Oui, comment? Des cymbales. Bon, ça je ne savais même pas en français, imaginez-vous. Donc c'est ça en fait, il y a des pratiques, donc il faut vraiment innover et commencer parce que actuellement, actuellement le Burundi c'est comme un pays qui est en guerre en général. Et franchement, les gens Monsieur Aloïse, vu que le gouvernement n'a pas encore réagi face à cette situation, actuellement, quelles sont les stratégies que vous adoptez pour faire face à ce phénomène et continuer à vivre malgré tout? Écoutez, dans un premier temps, il y a eu, je dirais, des efforts communautaires. Les gens arrangeaient 2, 3 ménages, 4 ménages ou une rue ou 2 rues pour essayer de barrer la montée des eaux, mais à un certain moment, ça ne tenait plus. Et la question, c'était de voir comment est-ce qu'on va évacuer et qui est capable d'aller quelque part. Est-ce qu'on peut héberger, ne fût-ce que les biens de l'autre, à défaut d'héberger les personnes humaines. Et donc, ce n'est que vraiment des actions purement communautaires. L'administration locale, l'administration communale ou provinciale n'a pas encore agi. Comme il le disait l'ami de la nature, en conseil des ministres d'urgence. Au bord du lac. Au bord du lac, peut-être. Un conseil des ministres qui se tient juste avec la seule question, la montée des eaux du lac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis aussi, vous avez oublié les députés, les sénateurs. Voilà, les députés, les sénateurs. Pourquoi pas l'armée? La police? Vous venez de dire que c'est comme si le pays était en guerre. Est-ce que l'armée, la police... Il y a des mesures d'alerte. La parole est à vous, M. Albert Ambonelani, ami de la nature. Je dois le compléter. Ce qu'il vient de dire, c'est correct. Quelles sont les stratégies pour faire face à ce phénomène? Oui, maintenant, il faut que tout le monde se réveille. On parlait des ministères sectoriels. Nous avons les infrastructures. Nous avons la santé. Nous avons le transport. Qu'est-ce qu'il faut attendre? L'énergie. Heureusement que l'environnement. Il nous a dit que la station de pompage, ça fonctionne très bien. Est-ce que nous avons une garantie que nous allons continuer à avoir accès à l'eau? Voilà, donc maintenant, il faudrait que le gouvernement, mais merci de nous avoir donné cette occasion de lancer un appel vraiment officiel pour dire le gouvernement, il faut qu'il se lève. Et comme je le disais, moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, quand on me disait qu'il y a une chose qui ne marche pas, je me déplaçais, j'allais sur le lieu pour voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, si on faisait le conseil des ministres au bord sur le littoral du lac Tanganyika, s'ils allaient à Katumba, par exemple, tout ce que nous sommes en train de voir ici, ils vont dire finalement, ce ne sont pas des menteurs. Mais si on n'est pas sur le terrain, si on ne voit pas ces gens-là, c'est les enfants qui sont en train de courir, etc. Je vous ai parlé d'une église à Gatumba, si vous y allez. Il y a une église, je ne sais pas où il passe pour entrer dans l'église. C'est vraiment plein devant l'église. Tout ça, c'est vraiment le social. Donc là, c'est vraiment urgent. Et puis, si le gouvernement du Burundi fait ça, et puis les Congolais à Kalemi ou bien au Vira, et puis à Mpurungu, en Zambie, il faudrait que, comme ça s'est fait en 1964, nous sommes encore au mois d'avril, les dates du 20, 21, 22, comme ça, comme la montée de 61 à 64 ressemble à la montée de 2018 à aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un conseil, plutôt une conférence régionale
pour dire, quand je dis conférence, ce n'est pas n'importe qui, ce sont les gouvernements. Donc le Premier ministre, Aloïse, il a dit, si le Premier ministre est sur le terrain et qu'il dirige, disons, la conférence comme en tant que Burundais, si la conférence ça se tient ici, ça peut se tenir à Uvira ou ailleurs, mais l'important c'est que les 4 gouvernements ou les 5 gouvernements, même avec le Rwanda, pour dire quelle est la situation. Si ils arrivent à dire le problème est celui-là, la deuxième étape, c'est facile, quelle solution? Tout ce que nous disons sur le Kouga, si les 5 pays se mettaient ensemble, demain la solution va être trouvée. Ils vont mobiliser de l'argent pour, disons, etc. Mais aujourd'hui, une autre chose rapide, c'est que, comme le professeur Benal l'a dit, il faut dire c'est le moment de la crise, le risque, il est là. Maintenant, il faut taper sur les portes des partenaires, les Nations Unies, l'Union européenne, etc., la Banque africaine. Il y a de l'argent qu'on peut sortir pour dire maintenant, nous aménageons un village d'accueil pour les gens de Gatumba ou bien de Rumonge, etc., tout ça. Et puis après, ceux qui ont eu des dommages, disons, les bâtiments qui sont partis comme ça. Imaginez-vous si quelqu'un avait un crédit. Il avait pris un crédit pour construire à Kibenga. Maintenant, il va rembourser comment? Alors qu'il n'a pas où habiter, où vivre. Il doit chercher une location alors que c'est vraiment difficile. Comme vous parlez de la personne humaine, où est la responsabilité des personnes, de la population en général? Est-ce qu'il y aurait ceux qui auraient construit dans les 50 mètres? Ça, on va y revenir après. Maintenant, le dégât, il est là. Pour les prochaines années, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que il y a des gens qui oublient. Le niveau, la montée des eaux du temps de Stanley Livingstone, 1878. Le lac se calme, il revient en 1938. Et puis après, il revient 25 ans après, 63-64. Maintenant, il a attendu jusqu'à 56 ans pour revenir. Est-ce qu'il faut attendre encore que le lac, la montée revienne après 25 ou 60 ans pour revivre la même situation? Donc ça, c'est les constructions. Il faudra lire l'article 5 du Code de l'eau, ce qu'il faut faire. En français, on dit... Qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'on retouche l'article 5, alinéa 3, pour qu'on l'écrive dans un langage perceptible et compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, les 150 mètres, on les mesure à partir du bord du lac, alors qu'on devrait les mesurer à partir du niveau où le lac était arrivé. Mais ça, on peut voir, mais aussi... avec les phénomènes du moment, mais c'est que en français on dit vaut mieux prévenir que guérir. Maintenant vous allez voir, ce que nous vivons aujourd'hui c'est la guérison. Ça va coûter énormément cher à ce que nous aurions dépensé pour la prévention, pour la protection. Il y a un élément effectivement que j'aimerais aussi également ajouter. Avant, monsieur le professeur, est-il important d'initier un système quantitatif de l'eau du lac Tanganyika et cela dans le but de développer un système d'alerte précoce? Un projet que l'IGB effectivement a pensé depuis très longtemps à mettre en place, mais qui n'a jamais été. En général, ce système d'alerte précoce devrait exister. Donc, rappelez-vous, en tout cas, si je n'avais pas créé au mois de janvier, personne ne l'aurait su. Et d'ailleurs, ce n'était pas à moi d'ailleurs de le faire. Il y a des services qui devaient le faire. C'est l'IGB en général qui devait lancer l'alerte, informer, alors donner les informations à la plateforme pour la prévention des risques et catastrophes. Alors, ce dernier devrait informer le gouvernement pour lancer l'alerte en général. L'IGB au Burundi est du côté de la RDC. Comment? Et ça, c'est du côté partout, du Burundi. Oui, du Burundi, partout ailleurs, c'est comme ça. Chaque pays, en général, s'organise en général. Mais aussi, ce système aussi également n'existait pas. Et rappelez-vous, donc, en 2014, il y a une stratégie nationale de communication en matière de changement climatique et d'alerte précoce, mais ça n'a jamais été vulgarisé, ça n'a jamais été mis en place. Donc, il faut les mettre en place maintenant qu'on vient de souffrir. Non, donc, en général aussi également, parce qu'actuellement, avec la cartographie assistée par l'ordinateur, c'est très facile de le faire.
faire. On peut faire des scénarios. Donc, parce qu'il suffit de tracer ce qu'on appelle courbe de niveau, c'est-à-dire une ligne reliée à tous les points de même altitude. Et puis, tous ceux qui sont en bas, on sait comptabiliser autant de maisons pour le faire. Et comme nous tendons vers la fin, soyez bref et donnez-nous des propositions de solutions par rapport à ce phénomène. Oh, voilà. Très concrètement, ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il y a les mesures d'urgence que nous proposons effectivement donc, au gouvernement. Donc le gouvernement, comme l'ambassadeur Bonnet vient de le dire, il faut organiser une conférence internationale même, où tous les bailleurs de fonds internationaux puissent venir ici à Bujumbura et étudier le phénomène. Mais avant de le faire, il faut que chaque ministère maintenant s'organise. Il faut avoir les données à l'appui et aller dans la conférence avec toutes les données qui existent. Et puis aussi, essayer de secourir aussi également tout d'abord, assister ces sans-abri. Ils sont vraiment nombreux. Là aussi, il faut les comptabiliser, il faut reconnaître. Comme mon collègue Aruiz, lui aussi, il est dans ce groupe-là. Essayer de les catégoriser. Et maintenant, donc aussi, il faut sécuriser aussi les infrastructures d'une importance aussi capitale. Je l'avais dit qu'actuellement, il nous reste environ 4 cm pour que le port de Bujumbura soit inondé dans son ensemble. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être réalisé au niveau du port de Bujumbura pour que ça ne soit pas inondé dans son ensemble? En général, il suffisait de rehausser un peu au mur et dans ce cas-là, les entrepôts étaient épargnés. Autre chose, dernièrement, j'ai été à Rumongue. J'ai vu qu'après la montée à Rumongue, ils ont construit d'autres entrepôts. Est-ce que maintenant, actuellement, à Bujumbura, ils sont en train maintenant de chercher lorsque l'eau va monter? Parce que ça va arriver. Et je vous informe que d'après mes calculs, si les pluies qui vont tomber selon presque égales par rapport à la précipitation 2021, le lac arrivera à 777,22 cm. C'est beaucoup plus haut par rapport à 64. Donc, il faut se préparer avec ça. Ça, c'est franchement des données scientifiques qui existent. On ne parle pas on parle ici des faits. C'est des faits qui sont là. Autre chose, les gens effectivement qui vivent à Gatumba, ils sont actuellement sous l'eau. Et d'ailleurs, les gens qui sont à Gatumba, qui sont à Kinindo, en bas de l'avenue d'Irage, c'est ce que Aloïse a dit, il y a des problèmes sanitaires, les gens ne peuvent pas chasser. Donc, ils doivent aussi quitter. Donc, il y a beaucoup de musique. Voilà. Autre chose, il y a l'aéroport de Bujumbura. J'ai entendu ce matin celui qui a dit que suite à l'extraction des moineaux et d'autres dans la rivière Manda, qu'il y aurait la digue qui serait coupée. Ça, je ne sais pas. Mais en général, il faut aussi maintenant vérifier partout, au nord, au sud, à l'ouest et à l'ouest, pour que l'aéroport aussi également de Bujumbura ne soit pas aussi attaqué. Voilà, les ingénieurs, en tout cas, en général, franchement, on ne devrait pas dormir maintenant. Il faut que les gens se mettent à l'œuvre et essayer maintenant d'identifier quels sont les biens qui peuvent être impactés. Nous avons les ingénieurs qui travaillent dans tous les ministères. Il faut qu'ils travaillent. Monsieur Eli-Ronald Deboniza, l'expert en commerce international, que doivent faire les petits ou grands commerçants, que ce soit transfrontaliers ou locaux, pour continuer à vivre malgré la situation? Oui, tout d'abord, il faut sauver la vie. Il faut sauver la vie du part de l'État. Oui, c'est l'idéal des choses parce qu'on fait la commerce quand vous avez de la vie. Vous ne pouvez pas faire ça s'il n'y a pas un enjeu de vie là à l'intérieur. Et après, il faut qu'il y ait un effort d'ensemble. Il faut que ces gens essaient de travailler ensemble, comme ils sont toujours dans les coopératives, ainsi de suite. Et dans ce cas, l'État va essayer de faire un grand investissement dans le domaine commercial, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de ressources financières, des ressources familiales, ainsi de suite. Mais les bailleurs, comme on l'a déjà souligné, il faut que vraiment ces bailleurs insistent sur l'aspect commercial de ces coopératives. Il faut aussi qu'il y ait vraiment une certaine concentration sur les façons de vivre. Pourtant que de les mettre à côté. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui avait construit une maison qui était censée être une maison de commerce, une maison de loisirs, ainsi de suite. Aujourd'hui, cette maison est inondée par les eaux. Et l'État, dans ce cas, il va essayer de faire un encouragement particulier pour ces gens qui ont subi une situation qui n'était pas vraiment
vraiment du tout réel, une situation qui était imprévisible. Et aussi, il faut que ces gens essaient de surmonter la situation au niveau de la conscience et en fait de voir quelque chose à faire pour que les initiatives commerciales ne soient pas du tout étouffées. Et sur le plan régional, il faut trouver aussi une solution consensuelle, une solution régionale pour contourner cette situation. C'est vraiment long, c'est dur, ça demande beaucoup de moyens, mais il y a toujours une solution face à une situation qui est là et surtout problématique. Et en fait, M. Aloïse, en tant qu'une des victimes des inondations suite à la montée de l'eau du lac Tanganyika, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? La première chose, je dois faire mienne les interventions que mes collègues viennent de faire. Je n'y reviens pas, mais il y a une chose qui a été peut-être oubliée, c'est la santé mentale des victimes. Oui. Là, vraiment, il faut que, comme on l'a fait lorsqu'il y a eu le marché qui a pris feu en 2013, il faut qu'il y ait une structure qui commence à identifier ces personnes et qui puisse les suivre au niveau de leur santé mentale. Il y a un problème réel qui est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mon collègue expert en commerce international venait de le dire, il a touché à un mot, mais c'est d'identifier justement toutes ces infrastructures et suspendre l'impôt locatif ou l'impôt foncier, mais aussi les banques, que ce soit burundaises et internationales. Là, je regardais la route en construction, la route Bujumbura-Nyanzara qui est en construction. Est-ce que ça ne va pas changer? C'est le gouvernement du Burundi qui a contracté un crédit que la population, que nous allons rembourser, alors que même la route n'avait même pas encore commencé à fonctionner. Et donc, pour moi, c'est de pouvoir analyser tous les dégâts et voir comment arrêter des mesures, je dirais, temporaires, mais également, l'expert géographe, il a dit, j'ai l'impression qu'il faut faire un appel international de l'expertise. Il faut que des chercheurs dans tous les domaines viennent ici au Burundi. Je suis désolé de le dire, le Burundi ne se suffit pas en cette matière. Il ne suffit pas seulement d'une conférence internationale, mais l'appel international de l'aide et de l'expertise surtout. Est-ce que vous pensez que les autres pays s'autosuffisent, par exemple la RDC, en cette matière? Non, ça va concerner tout le monde parce que les inondations ne concernent pas que cette région. Il y en a eu ailleurs, ils ont cette expertise. Il faut qu'ils viennent ici et travaillent avec les experts burundais pour pouvoir sauver, s'équiper encore l'être, mais aussi préparer l'avenir. Pour moi, je pense que ce serait au moins quand même quelque chose. La solution la plus urgente, et je le répète, et je n'ai pas peur de le répéter, le gouvernement, normalement, burundais, doit, toutes affaires cessantes, tenir un conseil de ministres de crise. C'est une crise nationale, ce n'est pas une crise sur le littoral. J'ai parlé justement des pertes au niveau national, mais sans parler des pertes au niveau individuel ou communautaire. Pour moi, je pense que le gouvernement devrait tenir un conseil de ministres urgent, toutes affaires cessantes. Il a dit au bord, ou même dans le lac. Parce que maintenant, au bord, c'est où? C'est au-delà des routes. Non, j'ai visité un lieu, je peux les amener là. Oui. Je pense que ce serait plutôt dans le lac Tanganyika parce qu'aujourd'hui, il a débordé jusqu'à 20-30 mètres. Donc, je pense que ça serait une bonne chose. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui était centrée sur la montée des eaux du lac Tanganyika et ses conséquences. Et le débat vous a été préparé et présenté par la radio-télévision Sanganiro en partenariat avec la Bénévolencia. Aloïse Batongwanayo, une des victimes, et merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, ambassadeur Albert Bonelani, ami de l'environnement et ancien ministre de l'Environnement. Merci, mais je vais terminer par ceci. Une parole du pape Benoît XVI. La terre nous parle. Écoutons ce que la terre nous dit si nous voulons bien survivre. Je paraphrase. Le lac Tanganyika nous parle. Écoutons ce que le lac Tanganyika nous dit si nous voulons bien survivre. L'objectif, c'est la cohabitation saine.
Merci. Merci également à vous, professeur Bernard Sindaï-Heboura, expert en environnement et enseignant-chercheur à l'Université du Burundi. C'est moi qui vous remercie, mais permettez aussi également de terminer par cette phrase. Il ne faut jamais voir ce que nous avons déjà perdu, mais il faut sauver ce qui nous reste. Enfin, merci, monsieur Élie Ronald de Boniza, expert en commerce international. Je vous remercie aussi. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.